Chaque choix qu'on fait au quotidien, en fait, ça obéit à une mécanique complètement invisible. Ouais, c'est clair. Qu'il s'agisse de décider d'acheter une nouvelle tablette tactile, de s'orienter vers une filière d'études plutôt qu'une autre, ou même un truc super simple, hein, comme sélectionner un roman policier pour le week-end, il y a toujours une logique sous-jacente. Tout à fait. Une logique qu'on ne perçoit pas forcément sur le moment. Exactement. Et l'objectif de notre exploration aujourd'hui, c'est justement de mettre en lumière, d'exposer cette mécanique. Pour ça, on va plonger au cœur des concepts du livre Microéconomie, écrit par Johanna Ettner et Meglena Geleva. Un livre vraiment fascinant. Ah oui, carrément. L'idée ici, c'est vraiment pas de survoler des grandes théories abstraites ou de faire un cours magistral, mais plutôt d'utiliser les modèles de cette analyse pour comprendre comment des millions d'individus et d'entreprises finissent par structurer notre réalité juste en poursuivant leurs propres intérêts. Et c'est une discussion qui est vraiment pensée pour tous les esprits curieux, ceux qui veulent voir un peu ce qui se passe sous le capot de nos décisions quotidiennes sans se noyer dans un jargon mathématique hyper complexe. C'est ça. Et je suis ravie d'entamer cette plongée parce que le point de départ pour comprendre cette fameuse mécanique, c'est tout simplement de regarder l'individu. Bah oui, parce que l'économie, fondamentalement, ça s'intéresse aux humains dans leur vie de tous les jours. La grande question, c'est de savoir comment on peut arriver à modéliser leurs décisions. Ce qui n'est pas une mince affaire. Non, c'est pas simple du tout. La microéconomie, ce qu'elle fait, c'est qu'elle isole certaines variables pertinentes pour créer des modèles. Alors bien sûr, un modèle ne décrit jamais le monde de façon parfaite ou exhaustive. C'est une représentation simplifiée qui se base sur des hypothèses. Et l'hypothèse la plus discutée, la plus centrale, c'est celle de la rationalité. Justement, arrêtons-nous là-dessus un instant. Parce que quand on entend le mot rationalité en économie, on a très souvent l'image d'un robot froid, tu sais, une sorte d'homo economicus qui passe ses journées à optimiser des tableurs Excel sans ressentir aucune émotion. Ouais, le fameux cliché de la machine à calculer. C'est ça. Mais en réalité, quand on lit l'ouvrage, on se rend compte que le concept est beaucoup plus nuancé que ça. Totalement. Être rationnel, au sens strictement microéconomique du terme, ça ne veut pas dire être un super ordinateur infaillible. L'analyse s'appuie d'ailleurs sur les travaux de Maurice Allais, qui a beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle les paradoxes de la décision. Un économiste français très important d'ailleurs. Oui, prix Nobel en plus. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'un individu est considéré comme rationnel à partir du moment où il poursuit des objectifs de manière cohérente, en utilisant au mieux les moyens et l'information dont il dispose à l'instant T. Donc c'est juste une question de cohérence interne. Exactement. Il s'agit d'avoir des préférences qui se contredisent pas. C'est tout bête. Si on préfère la pomme à la poire et qu'on préfère la poire à la banane, la rationalité exige simplement qu'on préfère la pomme à la banane. C'est une logique interne, c'est pas une quête de perfection absolue. D'accord. Et donc cet individu, il cherche à maximiser quoi? Il cherche à maximiser sa satisfaction, ce que les économistes appellent élégamment sa fonction d'utilité. Mais évidemment, il fait ça en respectant une contrainte majeure, qui est son budget. Et pour ancrer ça dans le réel, parce que là, ça reste un peu théorique, prenons l'exemple d'Hermione. C'est un cas concret qui est détaillé dans les sources. On a donc une étudiante, Hermione, avec un budget très strict. Ouais, 240 € par mois. Voilà, 240 € entièrement consacrés à ses lectures. Et elle a deux passions dans la vie, c'est la biologie et les romans d'aventure. Les données sont simples, les manuels de biologie coûtent 20 € pièce et les romans d'aventure coûtent 10 €. Ce qui lui permet d'établir un panier optimal selon ses goûts avec ce budget fixe. C'est ça. Mais là où la situation devient super intéressante, c'est quand les prix bougent. Imaginons un instant que le prix des manuels de biologie s'effondre. Il passe soudainement à 10 €, donc une baisse de la moitié du prix. Que se passe-t-il concrètement dans le processus de décision d'Hermione? Le modèle décompose sa réaction en deux forces distinctes. La première force, c'est ce qu'on appelle l'effet de substitution. D'accord. Le prix du manuel de biologie a baissé, il est donc devenu relativement moins cher par rapport au roman d'aventure, dont le prix, lui, n'a pas bougé. Il est resté à 10 €. Le ratio entre les deux a changé. Automatiquement, la logique pure voudrait qu'Hermione substitue le bien devenu relativement plus cher par celui devenu relativement moins cher. Elle est donc incitée à acheter plus de manuels de biologie. Voilà, en théorie. Mais attends, l'effet de substitution, je le comprends sur le papier. Mais il y a une limite logique, non? Je veux dire, si elle a besoin d'un seul manuel de biologie pour son cours du semestre, pourquoi est-ce qu'elle irait en acheter un deuxième ou un troisième juste parce qu'il est moins cher? C'est pas très rationnel de se retrouver avec 3 fois le même bouquin. Ah, c'est une excellente remarque. Et c'est exactement là qu'intervient la notion de saturation et la forme de sa fameuse fonction d'utilité.
L'effet de substitution, ça indique juste une tendance globale. Ouais. Mais si son besoin en manuel est strictement limité à un seul exemplaire, l'utilité marginale, c'est-à-dire le bonheur ou la satisfaction que lui procure un second manuel identique, elle s'effondre, ça tombe à zéro. Forcément. Et c'est là que la deuxième force, l'effet de revenu, entre en scène et devient souvent prédominante dans ce genre de scénario. L'effet de revenu, c'est-à-dire le fait qu'elle se sente soudainement plus riche. Tout à fait. Même si son budget réel en banque, c'est 240 €, ça n'a pas changé. Sauf que la baisse du prix des manuels augmente mécaniquement son pouvoir d'achat. Si elle achète le même nombre de livres qu'avant la baisse des prix, il lui reste de la monnaie dans la poche. Ah oui, vu qu'elle a économisé 10 € sur son manuel. Exactement. Et cet excédent d'argent, il agit sur son cerveau exactement comme si on lui avait augmenté son revenu mensuel. D'accord, je vois. Et que fait-on en général quand notre revenu augmente? On consomme davantage de ce qu'on appelle des biens normaux. Donc, au lieu d'acheter un deuxième manuel de biologie qui ne lui sert à rien, cet effet de revenu va fort probablement la pousser à acheter plus de romans d'aventure ou même à diversifier sa consommation. Ce qui est fascinant, en fait, c'est de voir comment le cerveau humain fait ce double calcul de substitution et de revenu en une fraction de seconde de manière presque instinctive. Alors qu'il faut des pages d'équations complexes pour le formaliser sur le papier. C'est ça, et c'est une mécanique qu'on expérimente tous, tous les jours au supermarché. Par exemple, on part acheter du bœuf, on voit que le poulet est en grosse promotion, on prend le poulet, par effet de substitution. Et avec la différence d'argent qu'on vient d'économiser, on s'achète un petit dessert sympa, par effet de revenu. C'est implacable. C'est le quotidien. Mais maintenant, si on inverse la perspective, on a vu le consommateur, regardons du côté de la production. L'individu, on l'a vu, il cherche à maximiser son utilité. Mais l'entreprise, elle cherche à maximiser son profit. Toujours, oui. Et les sources nous donnent un cas d'étude très précis pour illustrer ça, avec une maison d'édition fictive qui s'appelle Eupolar. Oui, Eupolar. C'est une entreprise spécialisée dans le roman policier numérique. Et pour produire ses livres, elle ne choisit pas entre des romans et des manuels comme Hermione, elle choisit entre différents facteurs de production. Ses ressources, en gros. C'est ça. Les données du problème sont les suivantes. Elle emploie 30 salariés, elle dispose de locaux professionnels de 300 mètres carrés et elle gère un parc informatique d'une valeur de 50 000 €. Ok, le décor est planté. Le grand défi de cette entreprise, c'est de combiner ce qu'on appelle le travail, donc ses 30 salariés, et le capital, c'est-à-dire ses locaux et ses ordinateurs. Elle doit faire ça de la manière la plus efficace possible pour minimiser ses coûts, tout en maintenant un certain niveau de production. Et c'est là que la notion de flexibilité entre en jeu, non? Parce que si le coût d'un de ces facteurs de production change subitement, la stratégie de l'entreprise doit s'adapter immédiatement. Par exemple, imaginons que le prix de l'immobilier explose dans la ville où ils sont et que le loyer de leurs 300 mètres carrés devienne totalement insoutenable. Eupolar ne va pas juste subir la situation sans rien faire. Précisément, l'entreprise va procéder à une substitution de facteurs, exactement de la même manière qu'Hermione substitue ses livres dans la librairie. Ah, la même mécanique? La même. Face à une hausse brutale des loyers, Eupolar pourrait très bien décider de réduire la taille de ses locaux, de passer de 300 à 150 mètres carrés. Elle instaure le télétravail massivement pour ses employés. Logique. Et avec l'argent qu'elle a économisé sur le loyer, elle peut investir davantage dans son matériel informatique pour faciliter le travail à distance ou même recruter un salarié supplémentaire pour gérer ce nouveau système. C'est hyper rationnel. La microéconomie modélise tout ça avec un concept qu'on appelle le taux marginal de substitution technique. C'est un nom un peu barbare, mais en gros, c'est un indicateur qui dit exactement combien d'unités de capital on peut retirer si on ajoute une unité de travail supplémentaire, tout en gardant exactement la même production à la fin de la journée. Mais cette entreprise Eupolar, elle ne prend pas ses décisions dans le vide. Elle évolue sur un marché, avec des concurrents. Historiquement, dans les cours d'économie, on nous parle souvent de la concurrence pure et parfaite. Ah oui, le grand classique. Un monde un peu utopique, très théorique, où il y aurait tellement d'acheteurs et tellement de vendeurs que personne individuellement n'a la moindre influence sur les prix, et où l'information est totalement transparente pour tout le monde. C'est un modèle de base qui est utile pour poser les fondations, mais qui a très rapidement montré ses limites pour décrire le monde réel et complexe dans lequel on vit. C'est sûr, hein. Les entreprises comme Eupolar évoluent presque toujours dans des situations de concurrence imparfaite. On pense bien sûr au monopole, où un seul acteur géant dicte absolument toutes ses règles, mais plus fréquemment encore, on est dans des situations d'oligopole. Un oligopole, c'est quand quelques entreprises seulement se partagent un gros gâteau, un marché. Exactement.
Et là, la dynamique change du tout au tout. L'entreprise ne réagit plus seulement passivement au prix du marché, elle doit activement anticiper les réactions de ses concurrents directs. Chaque décision de prix, de campagne marketing ou d'investissement est observée, scrutée et contrée par les autres. Ce qui nous fait basculer directement dans le domaine de la théorie des jeux. Complètement. Quand on est dans un oligopole, c'est véritablement comme une partie d'échecs géante. Et pour illustrer ces interactions stratégiques, il y a une anecdote, ou plutôt un modèle, qui est célèbre dans l'ouvrage. C'est le fameux modèle d'Hotelling. Pas l'histoire des vendeurs de glace. Voilà, l'histoire des deux vendeurs de glace sur une plage. C'est un cas d'école juste fascinant pour comprendre pourquoi les concurrents finissent souvent par proposer des produits très similaires. Visualisons un peu la scène pour ceux qui nous écoutent. Allez, imaginons une très longue plage de sable, parfaitement rectiligne, avec des baigneurs qui sont répartis de manière totalement uniforme sur toute la longueur. Il fait super chaud, tout le monde veut une glace. Et la règle, c'est que les clients iront naturellement vers le vendeur le plus proche d'eux, pour minimiser leur effort de marche sous le soleil. Ok, le décor est clair. Et là, deux vendeurs de glace arrivent le matin avec leur chariot. La grande question stratégique, c'est où est-ce qu'ils vont s'installer sur cette plage? Voilà le dilemme. Si on cherche l'efficacité globale, le bien-être maximal des vacanciers, la logique pure voudrait qu'ils se séparent la plage de façon équitable. L'un se met au premier quart de la plage et l'autre se met au troisième quart. De cette façon, aucun baigneur n'a une distance énorme à parcourir, tout le monde est content, les vendeurs ont chacun la moitié de la clientèle, c'est parfait. C'est ce qu'on appelle la solution socialement optimale, en effet. Mais, et c'est là tout le génie du modèle de Telling, il démontre que cette situation idéale est complètement instable. Pourquoi? Plaçons-nous une seconde du point de vue du premier vendeur, celui qui est au premier quart. Il regarde son concurrent, au loin, au troisième quart. Et il réalise un truc. Il se dit que s'il déplace son chariot juste un tout petit peu plus vers le centre de la plage, il ne va perdre absolument aucun des clients situés à son extrémité gauche. Ben non, puisqu'il reste de toute façon le vendeur le plus proche d'eux. Ils n'ont pas d'autre choix. Exactement. Ils sont captifs. En revanche, en se rapprochant subtilement du centre, il commence à empiéter sur le territoire de son concurrent et à lui voler des clients qui se trouvent au milieu. Ah, le fourbe. Sauf que j'imagine que le deuxième vendeur observe ça et il a exactement la même incitation stratégique. Il ne va pas se laisser faire. Il va lui aussi se décaler vers le centre pour récupérer sa propre part de marché. Tu as tout compris. Et ce petit jeu de positionnement agressif va se poursuivre, jusqu'à ce que les deux vendeurs se retrouvent littéralement dos à dos, exactement au milieu de la plage. C'est absurde quand on y pense. C'est absurde pour les clients, oui, mais à ce stade précis, au centre, ils partagent le marché en deux parts parfaitement égales. Et surtout, aucun des deux n'a le moindre intérêt à bouger. Parce que si l'un s'éloigne du centre pour retourner vers une extrémité, il cède immédiatement et gratuitement une part de sa clientèle à l'autre. C'est ce qu'on appelle en théorie des jeux un équilibre de Nash. C'est d'une situation stabilisée où la stratégie de chaque joueur est la meilleure réponse possible à la stratégie de l'autre. Personne ne veut dévier unilatéralement de cette position. Même si, au final, c'est absolument terrible pour les clients qui sont situés aux extrémités de la plage et qui se retrouvent à devoir marcher des kilomètres sous un soleil de plomb pour avoir une glace. C'est vraiment ça qui est frappant avec ce modèle. Il explique mathématiquement pourquoi la rationalité individuelle de chaque entreprise ne mène pas toujours du tout à l'optimum collectif. Loin de là. Et ce n'est pas qu'une histoire de glace et de vacanciers. C'est la raison profonde pour laquelle on trouve souvent 3 pharmacies agglutinées sur le même carrefour, ou pourquoi toutes les chaînes de restauration rapide s'installent dans la même rue commerçante. C'est l'agglomération spatiale. Et ça va même bien au-delà de la géographie physique. Le modèle d'Hotelling, il s'applique de façon redoutable à la différenciation des produits. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, demande-toi pourquoi les smartphones des grandes marques concurrentes finissent par tous se ressembler d'année en année, avec les mêmes tailles d'écran, les mêmes bordures, les mêmes fonctionnalités. Ou même pourquoi les programmes de certains partis politiques ont cette forte tendance à converger vers le centre à l'approche des grandes élections. Ah, pour capter les lecteurs médians. Exactement. C'est exactement la même mécanique de captation de la clientèle ou de l'électeur médian pour ne laisser aucun espace libre aux concurrents. Les acteurs préfèrent limiter au maximum la différenciation pour sécuriser une part de marché certaine, plutôt que de prendre le risque énorme d'innover radicalement aux extrémités du marché. On voit donc que cette mécanique des marchés, elle est hyper puissante, elle est partout. Mais qu'elle a ses limites, comme avec nos pauvres vacanciers qui marchent trop longtemps. Et parfois, ces limites deviennent de véritables défaillances systémiques. C'est ce que l'analyse du livre qualifie d'externalité. Un concept crucial en microéconomie, les externalités.
L'exemple donné pour illustrer ça de façon très neutre et factuelle, c'est celui de l'usine d'Etonella. C'est un cas très classique d'externalité négative. Detonella, c'est une entreprise agroalimentaire. Elle s'implante dans une région donnée, elle crée des emplois, c'est positif, elle produit de la nourriture et elle vend ses produits à un prix qui couvre tranquillement ses coûts de production interne, comme les salaires de ses ouvriers et le prix des matières premières. Jusque-là, la mécanique du marché fonctionne parfaitement bien. Sauf que le problème, c'est que son processus de production rejette des polluants dans la rivière voisine. Et cette pollution, elle n'est pas gratuite. Elle a un coût réel pour la collectivité. Les pêcheurs locaux vont attraper beaucoup moins de poissons. La ville située en aval va devoir investir lourdement pour construire une station d'épuration plus performante. Et la santé des riverains peut même être affectée sur le long terme. Tout cela représente une perte de bien-être qui est mesurable, qui est tangible. Mais le point critique ici, d'un point de vue purement microéconomique, c'est que ce coût-là, ce coût environnemental et sanitaire, il n'apparaît absolument nulle part dans la comptabilité interne de l'usine d'Etonellas. C'est le cœur du problème. Exactement. Il y a un décalage flagrant entre le coût privé, que l'entreprise paye effectivement, et le coût social, que la société dans son ensemble subit. Parce que l'eau de la rivière n'a pas de propriétaire privé à qui l'usine devrait verser un droit de pollution, le marché est totalement aveugle à cette destruction de valeur. Le prix de vente des produits agroalimentaires de l'usine est donc artificiellement bas puisqu'il n'intègre pas les dommages causés à l'environnement. Et la conséquence mathématique d'un prix trop bas, c'est quoi? C'est que les consommateurs achètent plus de ces produits. Et donc, l'usine produit davantage que ce qui serait optimal pour la société. On se retrouve au final avec une surproduction chronique de biens polluants. Alors face à ça, comment la théorie économique gère-t-elle ce problème ? L'idée des auteurs, ce n'est pas de faire la morale à l'entreprise ou d'avoir une approche militante, mais bien de corriger froidement l'équation. C'est là qu'intervient le fameux principe du pollueur-payeur. Tout à fait. L'objectif, c'est de forcer ce qu'on appelle l'internalisation de l'externalité. Puisque le marché, laissé à lui-même, ne donne pas le bon signal prix, il faut une intervention extérieure. Souvent, c'est l'État qui s'en charge pour rétablir l'équilibre. Cela peut prendre la forme d'une taxe pigouvienne, du nom de l'économiste Arthur Pigou. Comment ça marche en pratique, cette taxe ? On calcule le coût marginal du dommage subi par la société pour chaque unité de pollution rejetée. Et on impose une taxe d'un montant exactement équivalent à l'entreprise. Donc, le coût de production d'usine augmente mécaniquement à cause de la taxe. Elle est obligée de répercuter cette hausse sur ses prix de vente dans les rayons. Les produits deviennent plus chers pour le consommateur, la demande baisse logiquement, et la production de l'usine s'ajuste finalement à un niveau inférieur, un niveau qui prend enfin en compte l'impact environnemental. C'est une correction purement mathématique des incitations, ni plus ni moins. Ou alors, autre méthode souvent étudiée, on peut créer un marché de quotas d'émissions. Les fameux droits à polluer ? C'est ça. Le droit de polluer devient une ressource rare, limitée par les pouvoirs publics, qui s'achète et se vend entre les entreprises. Dans tous les cas, l'analyse microéconomique fournit des outils concrets pour quantifier ces défaillances et proposer des mécanismes de régulation. L'économie ne juge pas, elle ne dit pas s'il est moralement bien ou mal de polluer. Elle fait le constat clinique que sans mécanisme d'ajustement, un marché non régulé alloue mal ses ressources quand il y a des externalités. Ce qui nous amène naturellement à la valeur pratique de tout ce qu'on vient de dire. Parce qu'on a parlé de modèles théoriques, de taxes, d'usines et de vendeurs de glace. Mais en quoi ces concepts sont-ils directement utiles pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui ? Comprendre ces mécanismes, en fait, c'est se douter d'une véritable paire de lunettes pour déchiffrer la réalité de tous les jours. Et prendre de meilleures décisions, surtout. Exactement. Prenons un concept clé abordé dans les sources qui explique énormément de choses sur nos factures mensuelles. L'élasticité de la demande. C'est fondamental pour comprendre les stratégies de prix des entreprises qui nous entourent. L'élasticité de la demande par rapport au prix, pour faire simple, c'est un outil qui mesure la sensibilité des consommateurs face à un changement tarifaire. En clair, si le prix d'un produit augmente de 10%, de combien la quantité demandée va-t-elle baisser en réaction ? Si la demande baisse de manière très forte, disons de plus de 10%, on dit qu'elle est élastique. Voilà. C'est souvent le cas pour les produits de consommation courants, non essentiels, ou pour lesquels il existe des dizaines de substituts. Si le prix d'une marque spécifique de café flambe du jour au lendemain dans les rayons, les gens vont pas s'embêter, ils achèteront simplement une autre marque de café. La demande est ultra sensible. Mais si la demande ne bouge presque pas face à une grosse hausse de prix, là on dit qu'elle est inélastique. Et c'est là que ça devient vraiment critique pour le portefeuille des consommateurs.
Totalement. On pense immédiatement au carburant ou pire à certains médicaments vitaux. Les entreprises qui ont la chance, entre guillemets, de vendre des biens à demande très inélastique savent qu'elles ont un pouvoir de marché énorme. Elles tiennent les clients. C'est exactement ça. C'est en comprenant cette notion d'élasticité qu'on réalise soudain pourquoi certains géants du web, les plateformes de streaming par exemple, ou certaines industries peuvent imposer des hausses de prix régulières sans perdre beaucoup d'abonnés. Ils ont calculé que leur demande était suffisamment inélastique. C'est redoutable. Et l'autre grand domaine où l'application pratique de la microéconomie est frappante au quotidien, c'est notre comportement face aux risques et à l'incertitude. La microéconomie modélise la façon dont notre cerveau évalue les probabilités. Ce qui n'est pas notre point fort en tant qu'être humain généralement. Non, pas du tout. La plupart des individus ont ce qu'on appelle une profonde aversion au risque. Un exemple classique, si on propose à quelqu'un de jouer à pile ou face, s'il gagne, il prend 1 000 €. S'il perd, il a 0. C'est la première option. La deuxième option, c'est de prendre 500 € cash de manière totalement certaine sans jouer. La grande majorité des gens choisira les 500 € sûrs. Même si, d'un point de vue strictement mathématique, l'espérance de gain des deux options est exactement la même. Et c'est cette fameuse aversion au risque qui fonde l'intégralité de l'industrie de l'assurance. C'est le pilier de leur modèle d'affaires. Mathématiquement, quand on souscrit une assurance habitation, l'assureur fait un profit à la fin de l'année. Ce qui veut dire logiquement qu'en moyenne, l'assuré perd de l'argent. Mais on signe quand même ce contrat tous les ans. Oui, parce que l'utilité, la paix d'esprit que procure le fait de se prémunir contre un risque de ruine totale, comme un incendie qui ravagerait la maison, cette utilité-là est perçue comme largement supérieure à la petite perte certaine que représente la prime mensuelle. L'assureur, lui, son métier, c'est de regrouper des milliers de risques indépendants pour lisser l'incertitude globale. Et c'est là qu'on voit que ces modèles permettent vraiment d'évaluer la pertinence d'un contrat d'assurance ou même la construction d'un portefeuille d'investissement financier. C'est ce qui fait la grande force de cette approche microéconomique. Que ce soit pour anticiper les stratégies tarifaires sournoises de la concurrence dans un oligopole, pour comprendre la logique derrière la régulation des industries polluantes par l'État, ou pour analyser comment on gère notre angoisse face à l'incertitude. On retrouve systématiquement les mêmes briques de base. Des agents économiques placés sous contrainte, qui cherchent de façon plus ou moins rationnelle à optimiser leur propre situation. Et les entretiens avec des professionnels qui sont insérés dans l'analyse prouvent d'ailleurs très bien ça. Ces modèles, bien qu'ils soient très simplifiés à l'origine, deviennent des outils d'aide à la décision redoutables sur le terrain, que ce soit pour des chefs d'entreprise qui élaborent leur stratégie ou pour des décideurs publics qui conçoivent des politiques fiscales. C'est une grammaire universelle, en quelque sorte. C'est exactement ça. Et franchement, on ne regarde définitivement plus les rayons d'un supermarché ou l'implantation d'une boutique dans la rue de la même manière après avoir décortiqué tout ça. Pour résumer l'esprit de notre discussion d'aujourd'hui, on peut dire que l'approche présentée dans Microéconomie offre une modélisation super puissante de nos comportements. Une modélisation qui part toujours de l'individu. Voilà, des individus qui tentent d'être rationnels avec l'information limitée dont ils disposent sur le moment. Et l'ouvrage montre avec brio comment l'interaction de tous ces petits choix individuels génère à grande échelle des équilibres hyper complexes sur les marchés. Et ce qui est particulièrement honnête et rafraîchissant dans cette démarche intellectuelle, c'est d'admettre ouvertement que les modèles initiaux doivent sans cesse être ajustés. Les économistes le savent. Ils intègrent les asymétries d'information, la concurrence imparfaite, les fameuses externalités dont on a parlé. Tout ça pour coller au plus près à la réalité bouillonnante et parfois chaotique de nos sociétés modernes. En fin de compte, on comprend que l'économie, ce n'est pas une science dure, avec des lois immuables de la physique. C'est avant tout une méthode rigoureuse pour analyser des choix sous contrainte. Une clé de lecture indispensable pour structurer notre compréhension des rapports de force et des incitations invisibles qui nous entourent. Un outil formidable pour quiconque souhaite aiguiser son esprit critique. Voilà qui clôture parfaitement notre plongée dans ces rouages invisibles. Mais avant de se quitter, voici une petite pensée à garder en tête. Une question un peu provocatrice pour prolonger la réflexion chez ceux qui nous écoutent. Oh, j'ai hâte d'entendre ça. On l'a vu, l'analyse microéconomique parvient avec une sacrée précision à modéliser nos choix qu'on dit rationnels, nos stratégies de prix, notre gestion des risques. Mais se pourrait-il que nos impulsions en apparence les plus irrationnelles, tu sais, nos soudains coups de folie ou nos passions les plus dévorantes, obéissent elles aussi à une logique économique complètement souterraine, un calcul d'utilité secret que les chercheurs n'ont tout simplement pas encore réussi à mettre en équation. C'est une question vertigineuse. À méditer.